Non, ça- Alors bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour à toutes et à tous, pour cette dernière conférence, enfin pour cette dernière intervention de cette conférence en ligne du vendredi 27 novembre 2015, Georges Castel à ma droite. Bonjour Georges. Bonjour Sylvain. Alors on va vous laisser parler donc dans quelques secondes. Alors comme vous le savez, cette présentation s'intitule Est-ce la fin du capitalisme? Certainement pas. Georges, je vais vous laisser donc vous présenter d'abord à l'auditoire et ensuite éventuellement commencer à répondre à cette question. Est-ce que c'est vraiment voilà, la fin du capitalisme? Et on répondra aux questions-réponses tout doucement juste à la fin. Alors bonjour et merci de cet accueil chez FXCM. Je suis donc entouré d'anciens élèves de l'ESSETSCA, donc que je dirige depuis maintenant l'an 2000, ayant moi-même été trader option pendant 15 ans, étant un ancien du Matif, du Monem, de Sucre et Denrées, de la Générale. Donc les options, je m'y connais un petit peu et d'ailleurs je fais ce cours depuis maintenant 28 ans. Et on a créé avec d'autres traders ce que l'on appelle aujourd'hui le pole trading de l'SSK, qui en est à sa 28e promotion, 1375 anciens. Adrien Raymond, que vous avez connu chez FXCM, était un ancien de la promo 2013. Michel Chabou, peut-être que vous connaissez également de la 2012. Et d'autres personnes sont passées effectivement par FXCM. Alors, est-ce que c'est la fin du capitalisme? Alors moi, j'ose répondre en premier chef, certainement pas. Alors pourquoi certainement pas? Depuis longtemps et toujours, tout est fait pour détruire le capitalisme. Le premier en chef fut un certain Karl Marx. Et Karl Marx, il a beaucoup d'émules en ce moment, des gens qui effectivement ne se révèlent pas en premier lieu de cette personne, mais qui en reprennent toutes les idées. Je pense à des gens comme Rifkin, des gens comme Piketty. Vous voyez, je m'attaque à de gros morceaux, je dirais, politiquement corrects, du politiquement correct d'aujourd'hui. Mais si vous voulez bien, moi je pourrais m'exprimer pendant cette heure à ce sujet de façon factuelle et précise, certes sur un ton polémiste, mais avec des Alors, faits. que reprochez-vous justement à Piketty? Alors, Piketty, l'un des fondements de Piketty, c'est de s'attaquer aux inégalités. Alors, certes, il y a des inégalités, depuis toujours, mais moi j'ose dire qu'il y en a moins qu'avant, même si effectivement ça reste important. Prenons un simple exemple. À l'époque de Louis XIV, c'est-à-dire certes il y a 3 siècles, mais à l'échelle finalement des siècles et de l'humanité, ce n'est pas tant que ça. En termes de patrimoine, Mazarin est mort. Quand il est mort, il avait la moitié du PIB français. C'est comme si la personne la plus riche de France aujourd'hui avait environ un patrimoine de 1200 milliards d'euros. Ah oui, en effet. Ce qui est colossal. Les personnes les plus riches en ce moment, c'est les Mullier, Bernard Arnault, Madame Bettencourt, de l'ordre d'une trentaine de milliards, ce qui est déjà très bien, mais en aucun cas 1200 milliards d'euros, comme ça serait. Ensuite, les revenus, d'où l'expression émoluments royaux. L'homme le plus payé du royaume de France à l'époque était son chirurgien, puisque Louis XIV était très très malade, était en bonne santé, mais il avait des problèmes de fondement, on va dire, et ce chirurgien devait le soulager. Il le payait fort royalement, puisque vous êtes assis, il touchait en revenu, non pas en fortune, quoique avec ce type de revenu, on fait vite fortune, 10 millions de fois, vous entendez bien, 10 millions de fois le revenu minimum. 10 millions fois 1000, puisqu'on va dire à la grosse louche que le revenu minimum c'est 1000 euros par mois, 10 millions fois 1000, ça fait 10 milliards, vous entendez bien, 10 milliards d'euros actuels de revenus annuels. Alors c'est sûr qu'à ce tarif-là, on a vite fait fortune. Vérifier, c'était dans le livre de Jacques Marseille, qui n'existe plus, sur les Français, l'argent et les autres, je cite mes sources, 10 millions de fois le revenu minimum. Donc vous voyez, alors il faut aussi savoir qu'au début du XXe siècle, dans ce que l'époque on appelait la Belle Époque, à peine 1% effectivement des Français avaient plus de 60% du patrimoine, alors qu'aujourd'hui on est à peu près sur une ordre d'idée de 30%. Donc ce qui veut dire que même s'il reste beaucoup d'inégalités, elles sont beaucoup moins importantes
qu'elle ne put l'être dans le temps. Moi, j'ose dire, plutôt que de reprendre la rhétorique de Piketty sur les inégalités, que c'est plutôt une culture du mépris qui est là. Prenons l'exemple d'un des DRH d'Air France qui s'est retrouvé en chemise comme à l'époque des révolutionnaires. On peut comprendre ce genre de comportement, même si je ne l'approuve en aucun cas. Il y a eu des images d'une jeune femme qui n'arrêtait pas de parler devant ces gens. Souvenez-vous, ça a fait le tour sur Internet. On leur dit, en ayant des revendications, ils ne l'écoutaient même pas, comme si elle n'avait pas été là, présente. La problématique, beaucoup plus que les inégalités, qui, selon moi, si elles sont méritées, ne posent pas de problème, tant que effectivement les revenus sont effectivement affectés à un travail effectivement qui amène une certaine valeur ajoutée, c'est plus le mépris de caste ou de classe. Alors vous allez me dire, je parle comme un marxiste, mais absolument pas, puisque c'est avant tout un état d'esprit qui effectivement amène plus de failles entre effectivement les personnes dites trop riches par rapport à celles trop pauvres. Une petite question ici. Alors, est-ce qu'on peut justifier... Alors, il y a une question. Est-ce qu'on peut justifier du pire par le moins pire? Alors, monsieur ou madame, je ne sais pas. Justement, c'est la différence qu'il y a être un enfant ou un adolescent et être un adulte. Le monde des adultes, c'est le monde des gens qui, effectivement, considèrent les choses, je dirais, de façon pragmatique et effectivement relative. Et il est évident que ce que je suis en train de dire, c'est pas le capitalisme est tout rose, parfait, en aucun cas. Mais c'est sûrement le système le moins pire, ou donc le meilleur, par comparaison, par rapport à un système marxiste. Prenons l'exemple, par exemple, de la République dominicaine et d'Haïti. Cette île s'appelait Hispaniola. Elle fut découverte par Christophe Colomb, pensant que c'était les Indes, bon. Les économistes diraient que c'est la même dotation factorielle d'Hispaniola, qui aujourd'hui est une île divisée en deux États. À l'est, la République dominicaine, à l'ouest, Haïti. Haïti, depuis 1804, est indépendant politiquement. Donc, on ne va pas dire que c'est encore des problématiques de colonialisme ou autre, puisque c'est un des premiers États à avoir été indépendant politiquement, depuis 1804. Mais sur Haïti, malheureusement, ont été faits des logiques, je dirais, marxistes, d'économie planifiée, avec quelques dictateurs en plus, les Duvalier, les Baby Doc, avec malheureusement, comme le 12 janvier 2010, des tremblements de terre qui en rajoutent une couche dans le malheur, je dirais, économique, et qui amènent ce pays à être dans un IDH, c'est-à-dire indice de développement humain, un des plus bas de la planète, comme le Malawi ou le Mozambique, ou des pays comme ça, c'est-à-dire quasiment au niveau 195e. La République dominicaine, qui est sur la même île, la même dotation factorielle, comme diraient les économistes, moi aussi je sais avoir un discours technocratique quand il le faut, mais malgré tout, qu'on le veuille ou non, dans une économie de marché, certes il y a toujours des pauvres et des riches, mais malgré tout, je peux vous dire qu'en République dominicaine, où il y a une économie de marché, l'IDH est de 73, sur les 195 pays qui existent, et finalement, quelque part, il y a plus d'harmonie dans ce pays. Voilà. De même, prenons l'exemple d'un pays qui, il y a une quinzaine d'années, a été considéré comme un pays totalement émergent, fantastique et tout, qui s'appelle le Brésil. Tout le monde, c'était Lula, Dilma Rousseff, formidable. Et on se rend compte malheureusement de l'imposture crypto-marxiste de ce pays, et effectivement d'une logique de corruption généralisée, sous un discours très politiquement correct, où tous les trois mots, on vous parle d'humain, d'humain, d'humain. C'est bien beau de parler de l'humain, mais encore faut-il qu'il y ait des faits économiques précis qui fassent développer cet humain. Et effectivement, votre question est plus une question, je trouve, relativement adolescente qu'une question d'adulte. Et effectivement, quand on est au pouvoir économique, quand on est au pouvoir politique, quand on n'est pas dans l'opposition, on se rend compte effectivement du principe de réalité, ça s'appelle la réelle politique, et effectivement on se rend compte que le capitalisme, quand il est bien régulé,
Et on va aussi parler de cela, parce que quand on est libéral, on n'est pas contre la régulation. Ça, c'est la logique libertarienne, à ne pas confondre avec les libéraux, les vrais libéraux, que l'on a du mal à trouver d'ailleurs en France. Je crois que l'un de nos gros problèmes en France, c'est d'être dans une culture très étatique, qui effectivement a été faite par le même Louis XIV et Colbert en particulier, qui était le premier inspecteur général des finances de France. On est resté dans cette culture finalement très monarchique, très hiérarchisée, non pas par l'économie, mais par le statut. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans mon attaque du capitalisme. Enfin, contre les gens qui critiquent le capitalisme tel qu'il est. Beaucoup de gens vont critiquer BAL 1, BAL 2, BAL 3 en disant mais tout ça c'est des trucs qui nous embêtent quelque part pour la finance de marché. Bien au contraire, c'est valider le fait qu'il y ait des arbitres et qu'on ne crache pas sur l'arbitre. À un moment, on a eu en 98 effectivement la France championne du monde et tout, avec un gardien de but un peu emblématique, qui avait vu son image effectivement altérée du fait de cracher sur un arbitre. Non, messieurs les joueurs, on ne crache pas sur l'arbitre. Il est très important d'avoir des arbitres qualifiants, sur lesquels on ne crache pas. Et le principe même du capitalisme et effectivement des marchés financiers, c'est que nous devons, nous en tant que traders ou anciens traders ou futurs gérants ou praticiens des marchés, pas uniquement en tant que professionnels des marchés, mais également les fameux end-users qui utilisent les marchés pour gérer des risques industriels. Ça me paraît tout à fait important de faire comprendre aux gens que les marchés financiers, c'est pas uniquement un casino comme il est souvent dit, mais effectivement une utilité macroéconomique indispensable pour gérer des risques qui bougent tout le temps. Nous sommes dans le monde de l'après 15 août 1971. Après 15 août 1971, il y a eu l'inconvertibilité du dollar et de l'or. On est rentré dans des logiques, effectivement, où les balances de paiement, via la balance des règlements officiels, s'ajustaient de seconde en seconde. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui cette fameuse mondialisation, qui fait si peur en France en particulier, qui sommes dans une culture extrêmement étatiste, très monarchique, et quelque part où les statuts, et on se rend compte au niveau des partis politiques, on a bien vu à la dernière campagne présidentielle de 2012, le point fort, ça a été, quand notre président actuel a dit, l'ennemi c'est la finance. Et l'ennemi c'est la finance, et cette rhétorique-là a été reprise de l'extrême gauche Mélenchon jusqu'à l'extrême droite Marine Le Pen. Toute cette rhétorique finalement où c'est forcément la finance qui est fautive de tout, c'est forcément le capitalisme qui est fautif de tout, alors que moi j'ose dire qu'on parle, et on le voit à l'aube de la COP 21, il faut bien comprendre une chose, que l'un des préalables au développement durable, puisqu'on parle de ça en permanence, c'est de transmettre aux générations futures des actifs plutôt que des dettes. On est toujours là aussi dans cette rhétorique de la dette, et Piketty est une de ces personnes qui veulent relancer l'inflation. Moi je suis suffisamment âgé aujourd'hui pour avoir vécu des 15% d'inflation par an en France. Je ne parle pas alors ça marchait encore à cette époque-là parce qu'il y avait encore de la croissance. C'est-à-dire qu'effectivement il y avait 15% d'inflation, mais les salaires montaient autant. Aujourd'hui on est dans une situation quelque part de trop plein, qui fait qu'il y a trop de dépenses, il y a eu trop de dépenses publiques depuis trop longtemps, depuis plus de 40 ans, on n'a pas de budget équilibré. Ce n'est pas le catéchisme, je dirais, de la pensée unique. C'est juste les faits comptables et financiers qui sont têtus et qui font que, quelque part, on est dans une logique de pyramide de Ponzi, de fuite en avant. Le problème grec, c'est exactement ce qui s'est passé. La BCE, via la Commission européenne, ils ont rajouté 86 milliards d'euros, mais rien n'a été réglé. Il faut quand même savoir, par exemple, pour la dette grecque, qui au départ, avant 2012, était de 427 milliards d'euros. Il faut quand même savoir que les méchants banquiers et assureurs ont quand même accepté en 2012 102 milliards d'annulation de créances. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi dans leur logique à eux ? Qu'il faut arrêter toutes les dettes ?
Mais là, quelque part, démarre l'anarchie. C'est ça qu'il faut bien que je veux bien faire comprendre. Le principe même du capitalisme, des banques, et également de la Banque centrale, parce qu'on va aussi aborder la problématique des bitcoins et des blockchains, et donc des monnaies dites en dehors de banque centrale, de faire comprendre que cette logique-là est une logique anarchiste. C'est-à-dire finalement l'ultralibéralisme, d'une certaine façon, ou effectivement qui n'accepte pas d'être régulé, rejoint la logique des zadistes, j'ose dire cela, parce que prenons l'exemple des blockchains ou justement des bitcoins. Une monnaie qui n'est pas fondée quelque part sur une économie, sur une banque centrale, c'est-à-dire finalement le fait du prince, comme l'on dit en termes politiques, et quelque part, pourquoi cette monnaie-là, d'une certaine façon, aurait de la valeur? La monnaie n'a de la valeur que parce qu'en face, en élément d'actif, il y a une économie réelle. Et c'est là où justement on réconcilie la finance de marché avec la finance d'entreprise et finalement l'économie réelle. L'économie réelle, si vous regardez un bilan, vous avez les éléments d'actifs qui sont l'économie réelle, les actifs immobilisés, les actifs circulants, c'est-à-dire la réalité de l'entreprise, la réalité également donc de l'État. Et ce qui représente cette économie réelle, c'est le passif. Et le passif, c'est quoi? Capital et dette. Et c'est quoi capital et dette? Si ce n'est la finance. Et la finance, pourquoi finalement on n'a pas que du capital, on a surtout des dettes? Mais parce que ça se saurait. Nous sommes en fait dans une finance sans capital. Et c'est ça tout le paradoxe. C'est que d'une certaine façon, on a l'impression de vivre dans du capitalisme, alors qu'en fait les fonds propres représentent à peine 10% des engagements, et encore, la plupart des éléments de bilan et donc de passif sont des éléments finalement de dette, et cette dette, c'est tout cet argent qu'on n'a pas, auquel on court après dans le temps, entre un jour, 2 jours, un mois, 10 ans, 30 ans, 50 ans. Il faut savoir qu'il y a des investissements chinois qui sont faits en Afrique avec des obligations à 100 ans. Donc quand on raisonne à 100 ans, c'est qu'effectivement on est dans une logique temporelle très longue, donc une logique d'investissement. Sauf que quelque part, la pensée keynésienne et d'une certaine façon, in fine la pensée marxiste, sont pour un nettoyage des dettes, pour finalement une ultra-inflation, pour finalement arriver à ce que la propriété privée et donc le capitalisme n'existe plus. Il faut quand même savoir, messieurs, dames, que l'un des fondements de la Révolution française en août 89, la nuit du 4 août 89, et dans la Déclaration des droits de l'homme, vous avez un des articles, le droit de propriété. Il faut quand même savoir, messieurs, dames, que avant 1789, seul pouvait être propriétaire la noblesse et le clergé. Ce que l'on appelait le tiers-état, moi j'appelle ça les gueux, entre guillemets, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui improprement les bourgeois, n'avaient pas le droit, de par leur naissance, d'être des propriétaires. La Révolution de 1789, la Révolution française, celle qui a amené la fameuse République, le fameux drapeau bleu-blanc-rouge, puisqu'effectivement c'était le symbole de Paris qui a enserré la royauté, c'est-à-dire le drapeau blanc, c'est la logique de la propriété privée et finalement du capitalisme. Il faut savoir que quand a été créé le NICE, le New York Stock Exchange, en 1792, l'année de Valmy, eh bien, il faut comprendre une chose, que c'était quoi l'invention des actions? C'était mettre en rondelle un capital trop important pour un simple acheteur. En d'autres termes, soit vous étiez déjà riche de naissance, soit quelque part en découpant en millions de rondelles que l'on a appelé après les actions, ça permettait d'une certaine façon aux personnes, grâce justement à cette logique humaniste des droits de l'homme et des Lumières, de pouvoir acheter une part de capital, donc une part de propriété privée, uniquement par son talent et par sa possibilité. Donc d'une certaine façon, l'invention de la bourse et de la finance est une démocratisation de l'accès au capital. C'est avant tout un état d'esprit. Moi je dis toujours, des gens très connus comme Warren Buffett et tout, à l'âge de 11 ans, ont effectivement commencé à
à acheter des actions plutôt que faire n'importe quoi, claquer son argent. Vous savez, c'est beaucoup plus difficile de gagner de l'argent que d'en perdre. Ça se saurait. Ça se saurait si c'était plus simple de gagner que de perdre. Et quelque part, quand on dit que nos métiers de trader, de financier sont immoraux, moi finalement je trouve ça très moral d'une certaine façon. Hein, on va appeler ça une morale petite bourgeoise, ou une morale normale, puisqu'on est avec des gens normaux aujourd'hui. Il faut bien comprendre... alors, il y a quelqu'un qui me dit finalement vous êtes d'accord avec Piketty sur l'évolution des classes moyennes depuis le début du siècle. Je ne vois pas exactement ce que veut dire cette personne. Moi, ce qui me désole dans Piketty, c'est que quelque part, on est dans une logique où plus vous gagnez, plus vous devez payer d'impôts. Et finalement, l'ascenseur social, d'une certaine façon, en quoi vos propos peuvent m'aider à faire du day trade, surtout gagner des sous. Bon, pas grand-chose, c'est vrai. C'est vrai que moi on m'a invité parce que bon j'ai effectivement été moi-même trader pendant que... Bon, d'un autre côté, si mes propos ne m'intéressent pas, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. D'un autre côté, j'essaye juste d'apporter une certaine réflexion par rapport à l'ensemble de la finance et du capitalisme. Et croyez-moi que monsieur ou madame, je ne sais pas de ce commentaire, Odile en l'occurrence, que quelque part, c'est peut-être aussi pour vous aider à vous justifier du capitalisme que vous faites, parce que moi je commence à en avoir un petit peu assez. J'ai formé pendant plus de 20 ans et même je continue des traders, et c'est vrai que c'est quand même assez ennuyeux d'être tout le temps stigmatisé. C'est un petit peu fatigant à la longue, et c'est vrai que faire une conférence de ce type chez FXCM, moi je ne vois pas en quoi cela a de dérangeant. Comment ? Oui, d'accord. Okay. Alors, je vais... Piketty, pique-tout. Ah, là, je vois Rémi qui écrit Piketty, pique-tout. Je trouve que c'est une bonne formule. Mais moi, je dirais, sans faire de la psychanalyse de café du commerce, ce garçon Piketty, ses parents étaient très 68ards, mais les grands-parents étaient à leurs yeux de vilains propriétaires d'une société qui s'appelait les Sablières de la Seine. Donc effectivement, des entrepreneurs, des capitalistes, et visiblement ils ne supportaient pas. Alors moi ça me rappelle beaucoup de ces jeunes d'aujourd'hui qui veulent tout, qui veulent cracher sur tout, mais ils sont bien contents d'avoir l'argent de papa-maman. C'est assez amusant, tous les communistes, Che Guevara était le premier d'entre eux, ont toujours été des enfants de très grands bourgeois et de très grands propriétaires. Et effectivement, c'est très amusant. Ainsi que M. Rifkin. Alors, M. Rifkin, il nous dit qu'aujourd'hui, tout est gratuit. Alors, effectivement, c'est vrai que les maisons à énergie positive, tout ça, effectivement, c'est une très bonne chose. Mais ça, c'est au niveau microéconomique. Il faut bien comprendre que quand il y a des zones d'apparente gratuité, ce financement est toujours transféré. C'est un peu comme un jeu de bonneteau, mais là, je commence à être déplaisant et c'est pas du tout mon propos. Il faut bien comprendre que malheureusement, il n'y a rien de gratuit. Moi, je dirais heureusement. Tout a un prix, tout a un coût. De même que l'énergie infinie n'existe pas. Alors, je vois des commentaires. Alors, justement, moi, ce qui me désole dans l'analyse de Piketty, c'est que quelque part, son analyse, il ne souhaite pas, d'une certaine façon, que les gens d'en bas puissent monter. Et ça, c'est très français. Finalement, on se rend compte que, vous vous rendez compte, il y a de multiples exemples. Quand vous changez de classe sociale, par votre talent, vous êtes toujours considéré comme douteux. Hein, donc nous on parle de finance, on parle de trading, mais vous allez vite vous rendre compte que si effectivement vous n'êtes pas talentueux, vous ne réussirez pas dans ce métier. Si vous n'êtes pas accrocheur, si vous n'êtes pas travailleur, si vous n'êtes pas organisé, efficace, vous n'y arriverez pas et vous perdrez plus. Écoutez, The Doc, merci d'être mon avocat de circonstance, mais merci. Mais de toute façon, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. De même qu'on ne peut pas déplaire à tout le monde. Hein. Ça, c'est la contraposée de cet adage. Alors, pour en revenir à M. Rifkin. Alors, M. Rifkin est très très à la mode en ce moment. Alors, tout est gratuit, sauf ses conférences où il se fait quand même facturer $300 000 la conférence. Vous voyez, il ne s'oublie pas, ce garçon.
Alors en l'an 2000, il avait dit qu'il n'y aurait plus de travail. Effectivement, il n'y a plus de travail, tout serait fait par des robots et tout. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on ferait mieux d'être dans une société qui réhabilite le travail et le goût du travail. Et voilà, cerveau humain paradoxal préfère juger, condamner, jalousé. Je suis entièrement d'accord avec Béléa. C'est souvent ça. Il y en a qui manquent du respect de la politesse, mais je vois JS Crapulin, je ne sais pas si c'est sûrement un pseudo, mais effectivement, c'est un peu ce que je disais, le problème ce n'est pas les inégalités, puisque finalement vous vous rendez compte que beaucoup de gens acceptent que finalement un footballeur gagne des millions. Alors pourquoi un chef d'entreprise qui effectivement apporte beaucoup de valeur ajoutée, des gens, vous voyez par exemple le Louis Vuitton, qui apporte énormément dans le PIB français des emplois, ou des gens comme les Mulliers qui ont fondé Auchan, qui sont d'ailleurs des anciens des Selska pour la petite histoire, qui ont fondé donc, qui sont effectivement milliardaires aujourd'hui, mais beaucoup moins que Mazarin à l'époque, comme j'ai dit en début de propos. Pourquoi finalement toujours cracher dans la soupe? Mais effectivement, la jalousie, l'envie. Moi j'ose dire effectivement que les gens qui critiquent, qu'au moins ils fassent pareil, sinon qu'ils se taisent et qu'ils comprennent pourquoi il y a des gens qui veulent en faire plus que d'autres, et ça paraît tout à fait logique que ceux qui en font plus que d'autres obtiennent plus. Voilà, c'est une logique qui peut apparaître simpliste, mais qui est, me semble-t-il, beaucoup plus équitable. Alors, pour en revenir à M. Rifkin, la logique, oui, Piketty plutôt de gauche, ne me semblait pas qu'il soit contre l'ascenseur social. Alors justement, monsieur le visiteur, en réfléchissant bien, on peut penser que les gens de gauche, effectivement, sont plus pour l'ascenseur social. Eh bien, moi, j'ose dire que non. Très souvent, ils cherchent à ce que se reproduise finalement une classe de culture ouvrière qui, comme ça leur permettra de mieux taper sur les patrons et sur l'argent et évidemment sur la banque et la finance, c'est-à-dire nous tous là. C'est tellement bon d'avoir des boucs émissaires et de se plaindre plutôt que de se prendre en charge. Et effectivement, vous vous trompez, c'est vrai que se libérer de la culpabilité de l'argent, absolument. Alors, on me pose une question, quelle nuance y a-t-il entre libéralisme et libre-échange? Alors, effectivement, ça c'est intéressant comme question. Le libéralisme, d'un point de vue économique et philosophique, c'est effectivement la logique du libre-échange. Mais le libre-échange, ce n'est pas non plus faire n'importe quoi, et c'est pour ça qu'il y a des règles, il doit y avoir des règles. Il ne faut pas confondre le libre-échange, le libéralisme et les libertariens. Le commandant en chef des libertariens, c'est Hayek, le fameux Friedrich von Hayek, qui effectivement, lui, voyait que tout le monde était très intelligent et brillant, et c'est le principe même des anarchistes, d'une certaine façon. Malheureusement, dans une société humaine, il y a tout type de personnes, et cette logique que je pourrais aussi ramener finalement au phalanstère à la Fourier est valable finalement pour des micro-sociétés, mais pas pour l'ensemble d'une population. Enfin, c'est mon idée, après, on n'est pas obligé d'adhérer dans tout ce que je dis. C'est juste une mise en perspective du capitalisme, de la finance, des marchés, et revenir finalement aux véritables fondamentaux. C'est peut-être l'effet démultiplié de la réussite qui choque certains, selon Warren Buffett, qui imagine qu'une réussite au mieux proportionnelle au travail. Alors, c'est vrai, c'est vrai qu'on peut être choqué, effectivement, des richesses extrêmement rapides de certains, comme par exemple sur Facebook, ou les fortunes de la Silicon Valley. Alors, déjà, il faut quand même savoir qu'on ne parle souvent que de tous ceux qui réussissent. On ne parle jamais de tous ceux qui se plantent. Parce que malheureusement, même dans le monde d'Internet, où tout le monde est cool, pas de cravate, tout le monde est sympa, vous allez avoir affaire à des gens qui travaillent tout le temps, en permanence, qui se donnent un air cool, parce que c'est vrai qu'il ne faut jamais montrer qu'on travaille, c'est trop old school, comme on dirait, mais la réussite vient quand même la plupart du temps de la passion au travail et au génie. Et les trois à la fois, parce qu'on peut être génial, et si vous êtes génial mais pas travailleur, finalement le talent il rate. Qu'est-ce que vous appelez génial justement?
Mais génial. Alors, j'ose dire qu'il y a des gens qui effectivement, moi, des gens comme Bill Gates ou Steve Jobs, sont des gens qui ont été géniaux, mais pas dans le même style. C'est-à-dire quelqu'un comme Steve Jobs, il était peut-être plus génial que Bill Gates, mais son problème à lui, c'est qu'il n'avait pas de culture de gouvernance, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire d'une certaine façon, il avait un management absolument insupportable, à tel point qu'il s'est fait virer de sa propre boîte. Il a créé Pixar, il est revenu. Alors quand il est revenu chez Apple, là, il s'est mis 2 milliards dans la poche. Bon, tant mieux pour lui, c'est pas le propos. Mais ce qui est très important dans le management d'aujourd'hui, c'est effectivement d'être dans une logique réellement participative, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que si effectivement vous êtes un mec génial, mais que vous êtes dans une culture dictatoriale, ça ne passe pas, ça ne passe plus. Hein, c'est pas que ça passait avant. Mais avant, ça passait pas non plus. Mais les gens avaient beaucoup plus de sanctions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé dans une époque où effectivement, il faut être beaucoup plus coopératif. Mais cette problématique de dire il n'y a plus de hiérarchie, tout le monde est sympa, tout le monde est gentil, tout le monde se vaut, c'est là aussi un leurre. Il faut bien comprendre que les sociétés qui marchent bien sont les sociétés qui sont à la fois coopératives mais hiérarchisées. Et que cette hiérarchie est acceptée, parce que validée par une légitimité, par une véritable légitimité du track record, comme on dit nous en tant que trader. C'est quoi un track record? C'est par vos faits d'armes, entre guillemets, hein, on n'est pas en guerre, hein, enfin quoique là malheureusement on peut dire que si. En quoi le trading sur les monnaies est-elle bénéfique pour la réelle économie? Eh bien, le trading sur les monnaies, pas que sur les monnaies d'ailleurs, est bénéfique à la liquidité du marché. Le trading haute fréquence, parce qu'on n'a pas encore évoqué, alors qu'il est considéré de toutes les horreurs. D'abord, il y a des gens qui vont se prendre d'énormes bouillons sur le trading haute fréquence. Là, ça va venir. Il y a déjà eu ça ne gagne pas tout le temps, mais ça permet de faire de la liquidité au marché. Ça veut dire quoi, la liquidité au marché? Ça veut dire tout simplement que plus les marchés sont profonds et liquides, plus les prix sont justes. Qu'est-ce qui a amené finalement l'économie d'aujourd'hui à ne plus vivre de l'inflation? C'est le fait qu'il y ait une bonne liquidité, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence et donc qui quelque part amène les prix vers le bas. Bon, on a beau vouloir toujours critiquer tout cela, on se rend compte que in fine, c'est peut-être le moins pire des systèmes, donc c'est le meilleur des systèmes. Hein. C'est la première analyse qu'effectivement m'avait été dit, oui, non finalement vous êtes pour un système qui est peut-être pas le meilleur, mais qui est peut-être le moins pire. Mais effectivement, c'est ça aussi être adulte, c'est d'une certaine façon. Moi je veux bien, si on trouve un système bien meilleur que l'économie de marché capitaliste, et qui fonctionne mieux et durablement, avec le développement personnel, comme aujourd'hui on dit dans les écoles de commerce, et le développement durable, ça fonctionne bien. Quand je vous ai parlé de ma notion, d'ailleurs ce monsieur-là, il parle que de finance. Bon, alors vous me direz, chez un broker on parle de finance, cela va de soi, mais la finance qui est au service de l'économie réelle. Le passif des entreprises, comme je disais, c'est la finance. L'économie réelle, et d'ailleurs, si vous avez fait un peu de comptabilité, vous vous rendez compte que, le trading forex ne crée-t-elle pas de la volatilité inutile, néfaste pour les entreprises internationales? Ah bien, alors, celle-là, on arrive évidemment au poncif habituel que les journalistes, depuis une trentaine d'années, essayent de nous faire dans nos cerveaux. Pour gérer la volatilité, il faut le gérer avec des produits dérivés, fermes et conditionnels, qu'on appelle les options. Alors souvent, évidemment, les banques vont packager ça avec des produits structurés, hein, parce qu'on n'ose pas dire qu'on fait des options et des marchés à terme, pour gérer des risques. Nous sommes dans le monde de l'après 15 août 71. Le monde du 15 août 71, c'est effectivement le monde de la convertibilité. Et c'est pour ça que la Chine, tôt ou tard, le yuan se devra de rentrer dans le système monétaire international, parce qu'une économie d'une telle taille et qui a une monnaie non convertible, ce n'est pas possible. Durablement, j'entends bien. Voilà. Alors, quel degré de régulation, selon vous, serait nécessaire au libéral? Mais comme il est actuellement, BAL 1, BAL 2, BAL 3 sont de bonnes mesures. Alors vous allez me dire, il est anti-trader, il est pour l'étatisme. Nullement. Moi je suis pour qu'il y ait des douaniers, mais pas des douaniers zélés pour être zélés. Et de même que les arbitres, quand dans le sens du jeu, ils voient que c'est pas la peine de siffler et qu'on continue le sens du jeu, c'est-à-dire effectivement, il faut un arbitrage
qui soient intelligents. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils comprennent l'enjeu des acteurs. Le gros problème, c'est qu'on met toujours trop en exergue finalement les régulateurs en face finalement des banquiers ou des hedge funds, parce que d'un air de dire, on va se venger contre eux, alors qu'ils doivent être des facilitateurs. Les banquiers centraux doivent être des facilitateurs. Des gens comme Mario Draghi à la BCE, qui est un ancien de Goldman, et moi personnellement, plutôt que de me faire peur, ça me rassure, parce que je veux dire que venant de là, c'est forcément un bon, parce qu'il y a des endroits où on ne peut être que bon pour y être. Ça s'appelle justement les recrutements par la compétence et pas uniquement par la simple allégeance. Alors, tout ça pour expliquer que la volatilité n'est pas du tout un problème si elle est gérée. C'est évident que si les entreprises raisonnent comme en 1950, et hélas, il y a encore trop d'entreprises qui raisonnent comme dans les années 50, c'est-à-dire dans une logique de Bretton Woods, dans une logique de Gold Exchange Standard, même de 1931. Parce que quelque part, pourquoi on parle souvent de l'or? Parce que d'une certaine façon, beaucoup de gens ne savent pas gérer leurs risques avec des marchés à terme et des options, comme cela devrait se faire depuis toujours. À chaque fois, depuis plus de 40 ans, on parle des problèmes agricoles. Politique agricole commune, le prix du porc, mais parce qu'en Europe, on n'a pas pris le parti de gérer les risques sur les marchés à terme et d'options agricoles. On a été dans une logique étatiste, uniquement étatiste, de subvention, et donc finalement d'allégeance plus au pouvoir politique qu'aux acteurs du marché. Les marchés financiers, et donc la liquidité du marché, les professionnels purs des marchés assurent la liquidité pour que les end-users, c'est-à-dire les utilisateurs finaux, puissent effectivement couvrir leurs risques de prix. Le cycle du porc effectivement, il y a des prix hauts et des prix bas. On peut faire des garanties de prix grâce aux marchés à terme et options. Encore faut-il savoir le faire, et que surtout au niveau des États, et par exemple de l'Union européenne, il y ait cette culture et cette philosophie-là. Je peux vous dire que malheureusement, c'est loin d'être le cas, puisque toutes ces choses-là sont stigmatisées. Alors quand on voit, moi ce qui me désole, c'est que qu'un Piketty existe en France, dans une culture française, il a fait Normal Sup, il a fait finalement, dans toutes ces grandes écoles, on se rend compte qu'il y a une culture très étatiste et très antilibérale de marché qui est distillée. Mais moi ce qui me nave, c'est que dans un pays comme les États-Unis, ce garçon-là ait eu un tel comité de lecture. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques contre effectivement ce qu'il a écrit. Et moi, ce qui me choque particulièrement, étant, comme vous avez bien compris, très attaché à la propriété privée et donc finalement à l'actionnariat individuel, qui sont effectivement, et donc finalement à la transmission de capital financier, mais de capital humain. C'est tout un état d'esprit. C'est-à-dire que si effectivement les gens se prennent mieux en charge, sont propriétaires, eh bien quelque part ils ont peut-être moins envie de dégrader puisque c'est leur propriété privée. C'est pour ça que longtemps les initiatives de maisons à 100 000 euros, voire à 80 000 euros pour des gens modestes, et pourquoi pas avoir son petit chez soi si on n'a pas les moyens d'avoir autre chose, c'est déjà un début. C'est déjà un début du capitalisme populaire, justement. Mais en France, pendant très 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 longtemps, et hélas ça continue, on est dans une rhétorique je dirais, crypto-communiste. Il faut savoir appeler un chat. Tout ce que l'on appelle collaboratif, participatif, tout ce vocabulaire à la mode dans les écoles et justement sont en fait, je dirais, de la vulgate marxiste. Il faut savoir appeler un chat. Alors, tout ce que veut Piketty, c'est un impôt mondial, mais absolument. C'est toujours cette logique ultra-étatiste. Je vous signale que la fameuse taxe Tobin, qui a été prix Nobel grâce justement à la fameuse taxe sur les produits financiers, s'est lui-même rendu compte avant de mourir, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, mais absolument, Totov, puisque c'est effectivement... options sur les marchés, équivalent, assurance, logement, voiture, complémentaire de la part du visiteur, oui. Sauf que la différence, monsieur le visiteur, c'est que les options, on peut les traiter en tant que telles, alors que les assurances, un agent privé, c'est-à-dire vous par exemple, ne peut pas le faire.
Et il y a un marché en tant que tel des options qui peuvent être traitées. Et moi j'ose dire que heureusement qu'il y a 600 milliards de dollars de tous les ans de produits dérivés qui sont traités. Et on confond en général, quand on dit ces chiffres-là, entre une opposition ouverte et effectivement la somme des transactions. Alors quand c'est l'homme ou la femme de la rue, entre guillemets, qui n'y connaît rien, qui fait ce genre de commentaires, ça va. Quand c'est des gens comme M. Attali ou M. Juppé, vous voyez, je cite des gens du même camp qui a priori sont intelligents, qui font ce genre de commentaires, c'est assez navrant, parce que quelque part, ça démontre une méconnaissance du sujet, ou au contraire, aller dans le politiquement correct, anti-marché, anti-capitaliste, et d'une certaine façon, moi vous savez, toutes ces logiques de dire on va faire un impôt mondial, on va prendre tout l'argent, ça me rappelle même quelque part un esprit un peu sectaire. Vous savez, vous avez des sectes comme ça, les Moon et compagnie, prenez tout votre argent, tout ça, on n'a pas besoin de ça pour vivre. En tous les cas, eux par contre, je peux vous dire qu'ils le mènent dans des paradis fiscaux, tranquilles. Si effectivement ces règles, ils se les appliquaient à eux-mêmes, bon, je dirais pourquoi pas, enfin, c'est pas du tout ma pensée. Mais croyez-moi que c'est loin d'être le cas, et que malheureusement, cette vulgate de tout lâcher, de ne plus avoir de propriété privée, c'est vraiment, je trouve, assez dramatique. Mais bon, c'est vrai que j'espère, enfin en tous les cas, que les auditeurs de cette chronique, parce qu'on va appeler ça plus une chronique, c'est sûr que je pense que la plupart des autres chroniques, c'est vous dire quel point de Fibonacci il faut faire pour acheter sur le CAC 40 en ce moment. Moi, j'ose dire que ceci, ça m'a un peu passé. Moi, j'ai été moi-même trader option pendant 15 ans. Aujourd'hui, justement, je suis dans une logique de ma vie ou de transmission où j'ai formé plus de 1375 étudiants qui sont dans le métier. Je suis fier d'avoir formé des gens qui sont aujourd'hui traders chez Goldman Sachs ou qui travaillent chez Standard & Poor's. Alors là, vous voyez, comme par hasard, on ne parle plus des agences de notation. En 2011, quand la France a été dégradée ainsi que les États-Unis, Alors, là, il y a un commentaire extrêmement intéressant de FBX. Je rame aujourd'hui pour avoir un minimum de notions de base en économie. Pourquoi l'économie et la gestion sont-elles si peu diffusées, vulgarisées? Excellente question, monsieur ou madame, je ne sais pas. Tout le problème, effectivement, en Europe occidentale et notamment en France, c'est cette acculturation économique et encore plus financière. C'est-à-dire que les enfants, on vous apprend un minimum d'éducation physique, c'est vraiment, pas physique, civique, pardon, c'est un lapsus, et même physique d'ailleurs malheureusement. Mais alors, tout ce qui est gestion, management, business, comble de l'horreur, finance, banque, alors là c'est vraiment, là on est dans la fange, c'est inouï, je dirais, l'incompréhension totale. Par exemple, quand vous faites Terminal S, qui est considéré comme le meilleur bac en France, vous ne faites pas d'économie, de gestion. Par exemple, vous faites des études de médecine. Bon, des études très difficiles, vous n'avez aucune notion de business, de gestion. Quand vous faites des études d'ingénieur, exactement pareil. Je crois que même pour un bac ES, effectivement, comme dit Scorpion Loïc, effectivement, et vous remarquerez d'ailleurs que l'enseignement économique vraiment très basique dans les sections ES s'appelle économique et sociale. C'est toujours une vulgate très marxiste, très anti-entreprise, où les patrons sont toujours considérés comme des exploiteurs. Enfin, c'est vraiment la logique de Marx 1848. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas dire que tous les chefs d'entreprise sont de gentils agneaux, c'est nullement mon propos. Il y a effectivement certaines logiques patronales très passéistes, mais de toute façon, dans un système capitaliste ou marxiste, il le serait de toute façon. C'est avant tout, Béléa dit image judéo-chrétienne de l'argent tabou, absolument. C'est vrai que nos sociétés, finalement, ont du mal effectivement à se réconcilier avec la logique d'argent et de finance. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas que ça dans la vie, ça me paraît tout à fait évident. Et s'il y a des gens qui restent encore en France et qui ne partent pas de façon exilés fiscaux, c'est parce que justement, il n'y a pas non plus que la fiscalité dans la vie. Ce qui est juste d'un peu rageant, c'est que les talents et les forces vives
soit aussi taxé, c'est-à-dire la logique des revenus. Et c'est ça, c'est ça le problème que si je voyais Piketty, si je voyais en face, c'est que quelque part, vous vous attaquez finalement aux personnes qui sont les forces vives. Alors d'ailleurs lui-même, je vous signale, qu'il gagne, ça a été notifié, et ça n'a pas été démenti, entre 3 et 4 millions d'euros par an, ce qui est tout, absolument, puisqu'il a écrit un livre, machin. Il est d'ailleurs professeur à la London School of Economics, qui alors peut-être qu'il va arriver à convertir au crypto-marxisme, hein, ça je n'en sais rien, mais c'est finalement, d'ailleurs c'est comme Marx. Est-ce que vous savez que Karl Marx vivait avec sa femme et ses 6 enfants sur le dos de Engels, qui était le fils d'un grand manufacturier, donc il vivait sur le dos du capitalisme, gratuitement, enfin ça c'est pour la petite anecdote, on n'est pas à une contradiction près, de même que le père de José Bové était un grand spécialiste de biologie moléculaire, spécialiste des OGM. Et d'ailleurs, il a été débauché à la New York University en 1955. Le petit José avait 2 ans, il y a une photo emblématique là-dessus, ils sont très très chics. Et d'ailleurs, c'est pour ça que José Bové parle aussi bien l'anglais, parce qu'il a vécu toute son enfance et son adolescence aux États-Unis, et qu'il a pu avoir une telle caisse de résonance en 1999, au moment, à Seattle, au moment de tous les anarchistes de la Terre. Mais effectivement, c'est beaucoup plus facile de gueuler, de cracher, de détruire que de s'enrichir, de travailler. C'est beaucoup plus... Et c'est vrai que moi, ce qui me désole aussi dans le monde d'aujourd'hui, moi je pensais naïvement que les jeunes fumeraient moins, buvraient moins, seraient plus entreprenants. Alors il y en a, mais malheureusement, je vois beaucoup de gens qui sont dans une rébellion permanente. Alors, je n'ai pas dit non plus qu'il fallait construire une société de béni oui-oui. Je crois que justement, quand on fait du trading de la finance, on se rend compte qu'il n'y a pas de place pour les béni oui-oui. Il faut avoir sa liberté de penser, mais comprendre que quelque part, l'intérêt général j'ai écrit pareil, mais c'est pas passé, censuré. Alors, Davjam. Alors, qu'est-ce que... Je suis un grand collectiviste avec une rente confortable de salaire public et un salaire de patron en puisant dans l'argent public sans créer de valeur ajoutée. Bon, plutôt, pourquoi changer? Ah ben, le capitalisme. Alors, ça c'est Soros 2. Bon, j'imagine que c'est un commentaire humoristique. Mais je vois très bien ce qu'il veut dire, Soros 2. Il veut dire tout simplement qu'effectivement, on a affaire souvent à des gens, et notamment en France, qui ont des rentes de situation et qui effectivement ne veulent surtout pas que ça évolue et que ça change. Alors ce qui est dramatique, c'est qu'on pourrait croire que les jeunes aimeraient que ça change vraiment, mais en fait non. Il y a une belle relève de cet état d'esprit. Alors, J.S. Crapulus, c'est qu'il n'y a plus rien dans la jeunesse, les jeunes sont fatigués avant de se fatiguer. Alors je répondrai à monsieur ou madame J.S. Crapulus que d'une certaine façon, quand on n'a pas habitué, quand on n'a pas élevé ou éduqué les gens à l'effort et au travail, c'est très difficile de s'y mettre. Et le problème, c'est pas les jeunes, le problème, c'est les adultes qui, quelque part, en baissant les bras sur une éducation plus rigoureuse, où effectivement le travail était mis en avant, la compétition, ont effectivement affadi les programmes depuis une trentaine d'années, et effectivement, certains, après se rendre compte des efforts incommensurables qu'il faut pour arriver à un objectif, et qui effectivement renoncent à cela. Et ça, c'est extrêmement dommage. Alors la finance a une mauvaise réputation en France. Est-ce le cas aux États-Unis? Alors, ça c'est un commentaire d'Éric. Normalement, je pense pas. Mais c'est vrai que quand on voit l'audience que Piketty a eue aux États-Unis, moi je trouve quand même que depuis une dizaine d'années, aux États-Unis, alors je ne sais pas si c'est effectivement la crise de 2008 qui était liée non pas au fait que les subprimes étaient un mauvais produit, alors je sais que là il y a des gens qui vont me hurler dessus, mais en fait le problème c'était la mauvaise utilisation des produits financiers. Je vais vous citer un exemple tout simple. Prenons par exemple les bons vins, les bons crus, les châteaux Margaux ou les Romanée Conti. Ceux-là, si on devait les classer, ce sont des triple A. Bon, même des triple A+.
Néanmoins, si vous en buvez 10 bouteilles, voire 20 bouteilles, ben, je peux vous dire, vous êtes mort. Et pourtant, c'était du Château Margaux ou du Romanée Conti. Donc la problématique de la finance, c'est pas que les produits en soi soient mauvais, c'est la mauvaise utilisation. Prenons également avec un discours pharmaceutique. Si effectivement, au lieu d'utiliser un cachet par jour, si vous devez utiliser un cachet par jour, si vous en prenez 100, ben là vous allez avoir de gros problèmes. Donc le money management, le risk management est tout à fait essentiel. La rigueur, la détermination, la discipline d'utilisation des produits doit être absolument impeccable. Et pourquoi finalement il y a tant de délinquance financière d'une certaine façon? Mais parce qu'il n'y a pas de sanctions, ou très peu de sanctions. Et c'est pour ça que moi-même, dans mon master du pôle training SSK, il y a un cours depuis aujourd'hui 12 ans de droit des marchés financiers et régulation. C'est pas pour ça qu'on est contre les marchés. Mais il faut bien comprendre que toute liberté doit s'accompagner de règles, et que ces règles, en droit pénal financier, se doivent d'être plus coercitifs. Un garçon comme Kerviel, s'il avait su qu'en faisant ces conneries, c'est-à-dire 1500 fois de dépassement, je vous signale qu'il a quand même usé 12 avocats, et non des moindres, dont Maître Metzner, qui n'est plus de ce monde d'ailleurs, il faut bien quand même se rendre compte que même s'il avait une centaine de circonstances atténuantes, moi je vous invite à regarder sur YouTube mes conférences ou sur LinkedIn à ce sujet-là, même si effectivement il avait beaucoup de circonstances atténuantes, de mauvais comportements, de harcèlement, je peux vous dire que des Kerviel, il y en a eu des centaines dans les différentes banques. C'est-à-dire des gens humiliés, parce que comme ci, comme ça. Et en plus, il faut savoir que ces humiliations, très souvent, se faisaient en public. C'est tellement plus drôle. Ça s'appelle du harcèlement moral et tout, qui devrait être réellement sanctionné. Mais quand effectivement il y a des procédures de justice qui se font, tout le monde se tait. Il y a une véritable omerta. Le scandale, il est plus dans les mauvais comportements humains que dans la finance elle-même. Et effectivement, pourquoi il y a eu la crise des subprimes? Délinquance financière ou fiscale? De la part de Fabrice, les deux. Parce qu'effectivement, pour qu'il n'y ait plus de paradis fiscaux, il faudrait peut-être qu'il n'y ait plus d'enfers fiscaux. Et le problème, effectivement, c'est si on veut que l'argent placé dans les paradis fiscaux, alors là aussi, il y a des zones gris clair, il y en a des gris foncés, et il y en a des très très noirs. Là aussi, il ne faut pas mettre dans le même sac les différents États qui ont une fiscalité douce, voire inexistante. Mais, viens, on va chez Castel, oui, absolument. Vous avez l'air d'être un bon vivant. Mais oui, pourquoi ne pas être un bon vivant? Vous savez, moi je suis avant tout un Pyrénéen d'origine, un homme des montagnes, et merci de dire que je suis un bon vivant. Vous avez raison. Délinquance financière ou fiscale, mais finalement elle se rejoint. D'une certaine façon, elle se rejoint. Alors, commentaire de la part de Flash. Je suis un étudiant dans l'école de gestion, je dois reconnaître que mes connaissances d'actualité sont médiocres. Écoutez, faisons connaissance, et si vous connaissez Jean Chef, XCM, ils connaissent bien les SSK, et effectivement, on pourra se rencontrer dans ce cadre-là. Alors, commentaire de Eric, je ne suis pas sûr que Piketty crache sur la finance. Mais non, il ne crache pas sur la finance directement. N'oublions pas que c'est un garçon très intelligent, effectivement, qui écrit bien, très bien. C'est un pur produit du système français. Je ne veux pas du tout critiquer ce qu'il est lui. Moi, je ne juge jamais les personnes. C'est vrai que Nicolas Bavray, qui pourtant est un garçon brillant, l'avait traité de marque de sous-préfecture. Je trouve, justement, quand on critique quelqu'un, on critique non pas la personne, parce que c'est vrai que c'est une expression très désobligeante qui n'honore pas M. Bavray, donc je partage beaucoup d'analyses, sauf son pessimisme, parce que vous voyez, Bavray a de très bonnes analyses à mon sens, mais son gros défaut, comme beaucoup de technocrates d'ailleurs, c'est que ceux qui ont ces idées-là, ils sont très pessimistes. Moi je reste indubitablement très optimiste pour l'avenir de l'humanité et du monde, malgré tout ce que nous vivons actuellement, mais qui était tout à fait prévisible. C'est pour ça d'ailleurs que les marchés ne décalent pas. Il y a des gens qui vous disent, mais pourquoi finalement les attentats, enfin tout ce qui se passe ne font pas décaler les marchés? Parce que quelque part, ils étaient déjà pricés. C'est peut-être très malheureux ce que je dis là, mais il en est ainsi. Tout ce qui se passe était prévu d'une certaine façon. Ce qui fait bouger les marchés souvent, c'est les choses inattendues, totalement inattendues,
Et c'est ce qui génère la volatilité. Et la volatilité est gérée par les produits dérivés. Alors on peut aussi revenir comme avant, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent tout casser, revenir à avant le 15 août 71, revenir à l'étalon or, puis pourquoi pas revenir au barter ou au troc. Mais d'une certaine façon, les multimonnaies sans banque centrale, ça revient à ça. Ben moi je te crée ma monnaie, ta monnaie, pourquoi je te ferai confiance? D'ailleurs quand on voit les publicités actuellement, sur le crowdfunding et autres, la confiance. Donc c'est aux banques et au système effectivement à faire en sorte que la confiance revienne vers elles. Parce que d'une certaine façon, c'est eux les garants de l'argent. C'est ce qu'avait dit justement l'avocat de la Générale, Monsieur Veil, le fils de Simone Veil, Jean Veil. Il avait dit, Monsieur Carré, vous êtes banquier. Donc le métier de banquier, c'est protéger l'argent. Mais c'est pas protéger l'argent pour l'argent, c'est protéger l'argent comme valeur de l'économie réelle. N'oubliez pas que l'argent, quand il ne vaut rien, c'est parce qu'en face, il n'y a pas d'économie réelle. N'oublions pas qu'en 1923, en Allemagne, il y a eu l'inflation. Que pensez-vous du Bitcoin? Justement, j'en pense beaucoup de mal, d'une certaine façon, parce que pour moi, une monnaie se doit, justement, d'être l'une des fonctions ultimes, des fonctions régaliennes de l'État. C'est-à-dire que l'État doit se centraliser sur ses fonctions régaliennes, la justice, la police, l'armée, et effectivement l'émission de monnaie. Parce que d'une certaine façon, quelque part, c'est un acteur neutre, au sens neutralité de la finance. C'est vrai que là j'ai un discours, j'avoue, un peu théorique, mais d'une certaine façon, si on commence à créer des monnaies artificielles et indépendantes, qui me garantit sa valeur et sa monnaie? On rentre dans l'hyperspéculation. On rentre dans l'hyperspéculation. Or, justement, le métier d'une banque, c'est d'assurer la pérennité des bilans. Et donc le développement durable. Et moi, ma notion du développement durable, vous savez, je vais quand même raconter une anecdote. Il y avait eu, tout le monde se plaignait des grèves des boueurs à Marseille et à Naples. C'est vrai qu'il y en avait, c'est pour ça que d'ailleurs on n'a pas eu la Coupe de l'América à Marseille en 2007, parce qu'il y avait eu des grèves des boueurs. Il faut savoir qu'au Sénégal, il y a eu une grève des boueurs entre 1980 et 2005, pendant 25 ans. Vous entendez bien, messieurs, dames. Pendant 25 ans, il y a eu une grève des boueurs. Je veux dire que le Sénégal s'est retrouvé, il y avait des papiers, des sacs partout. Mais, quelque part, le développement durable, l'écologie, est une problématique de riches, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est très bien d'être riche, c'est mieux d'être riche que d'être pauvre. Ce qu'il y a de malheureux, c'est qu'il y a tant de pauvres, je dirais à M. Piketty, mais laissez au moins les gens de talent de faire en sorte qu'ils deviennent riches pour que le ruissellement de cette richesse atteigne les plus pauvres. Mais visiblement, ce n'est pas du tout sa philosophie. Eh bien, je peux vous dire que vous ne vous préoccupez pas de ces problèmes écologiques. C'était avant tout faire en sorte qu'il y ait ce service de l'ordre. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, au préalable, pour que la COP21 et la finance et justement la problématique de réchauffement climatique effectivement soit réglée, gérons d'abord nos problèmes financiers, tous communs. Mais ça, on ne veut jamais l'entendre, ce genre de choses. Alors on va prendre une dernière question car il est déjà 17h05. Cette question de la part de Laurent pourrait être... Faire tourner la planche à billets, n'est-ce pas, créer une monnaie artificielle? Mais absolument, Laurent, et c'est vrai que moi cette politique de quantitative easing au long cours m'inquiète, effectivement. Mais Mario Draghi, quelque part, se dit, que diable, enfin je ne sais pas s'il se dit ça exactement, mais j'essaye de me mettre un peu à sa place, les États ne font pas les réformes structurelles. Alors, vous me direz, il y a quand même des endroits où on pensait que jamais les réformes se feraient, comme en Italie, comme au Portugal, où des réformes, effectivement, de structure, ont commencé à être faites. À quand en France? Parce qu'en France, on a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'il faut faire des réformes et tout. Hein, vous avez des tas d'organismes qui vous disent cela, l'IFRAP et autres. Mais quand cela passe effectivement en mise en situation, hein, des analyses de Marc Toati aujourd'hui elles ne sont plus du tout entendues. Là je vois il y a beaucoup de réactions. Pouvez-vous me dire si toutes les émissions qui passent depuis ce matin seront-elles en replay? Le seront sur la chaîne YouTube. Elles le seront sur la chaîne YouTube, c'est ce que dit Sylvain à mes côtés. Merci de faire brasser les idées, mais oui. Alors, commentaire de la part de visiteurs. Alors, pour vous, Kerviel est l'unique coupable
qu'il y a eu, ça manque une complicité hiérarchique directe. Alors, je vous invite à regarder ma conférence à ce sujet-là que j'ai faite il y a 2 ans sur YouTube. Y a-t-il une French Touch des traders français? Alors ma réponse est oui, parce que j'ai parlé de Kerviel, mais j'ai parlé aussi de la baleine de JP Morgan et de Fab Fabulous chez Goldman, mais là je ne vais pas la refaire en 30 secondes. Il faut quand même savoir que, et les gens de marché le savent, que quelque part, même si c'est un garçon sympathique, tout ce qu'on veut, il n'avait pas à faire ce qu'il a fait. En d'autres termes, c'est-à-dire monter une véritable usine à gaz. Il y avait des moments où il était long de 80 milliards d'euros de Bund en one shot, en delta one comme on dit dans le jargon, et effectivement il rentrait en comptabilité directement parce que vraisemblablement il devait avoir les codes d'accès, parce que soit c'était Assange, soit il avait les codes, et comme ce n'était pas Assange, c'était pas un hacker. Nullement. D'ailleurs, Bouton, le 19 janvier 2008, avait dit « Nous avons eu affaire à un terroriste informatique ». Je ne fais que citer, vérifier. Je vous signale que Hugues Lebray, qui a écrit un livre après, qui a dû démissionner, il dit un peu les thèses que je défends moi aussi, que effectivement, c'est un petit peu comme la souris dans la trompe de l'éléphant, il est monté jusqu'au cerveau, et effectivement, il mettait tous les soirs en comptabilité le delta neutre. Donc finalement, c'est plus une affaire de faux en écriture comptable massif, qui est pénalement répréhensible, plutôt qu'autre chose. Comment ça se fait qu'il a usé 12 avocats et non des moindres? C'est parce que quelque part, quand ils se sont rendus compte que d'une certaine façon il était indéfendable, qu'ils ne l'ont plus défendu. Alors après, il y a un avocat, je dirais, je ne citerai pas son nom pour être poli, on va dire, qui effectivement s'est servi de cette histoire pour passer à la télé, la marche du pape, Menton, tout ce cirque. Il a eu M. Mélenchon aussi comme avocat de circonstance. Mais tout ça, tout ce cirque médiatique est lié finalement à une peur absolue des gens de ne pas avoir de boulot, mais il est fautif. Alors, je dis pas que les autres sont des saints. Je suis pas du tout l'avocat de la générale non plus. C'est pas du tout mon propos. Mais au moment où effectivement la prise de position a été faite, et c'est pour ça qu'elle a été débouclée en grand secret pendant 3 jours, ils ont découvert l'ampleur des dégâts qu'à ce moment-là. Alors évidemment, ils vont pas le dire à la télé, ça c'est sûr, mais dans les marchés, tout le monde le sait. Existe-t-il une finance éthique ? Alors, à ce sujet, l'éthique, elle est avant tout personnelle. C'est-à-dire, même si vous avez des dizaines d'heures aujourd'hui dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, d'éthique, personne ne vous empêchera de magouiller. Prenons l'exemple de Enron et Arthur Andersen. Est-ce que vous, les jeunes, vous vous souvenez d'Arthur Andersen? Arthur Andersen, c'était le benchmark de l'audit. C'était les gens qui voulaient travailler dans l'audit, c'était le nirvana de l'audit. Eh bien, il y a 5 personnes, et non des moindres, du top management d'Arthur Andersen, qui auditaient Enron, qui pendant 4 ans n'avaient pas réussi à déceler comment ils magouillaient. Et la 5e année, ils ont réussi alors plutôt que de l'avouer au marché, ce qui aurait été la meilleure des choses, en disant, mais vous voyez, ils ont été très forts, mais nous on a mis quand même 5 ans pour le trouver, ils ont détruit 6 tonnes de documents comptables. Et ils étaient tous d'accord, il y avait 4 hommes et une femme. Alors pourquoi je précise cela? Parce que il paraît que nous, les garçons, on a un management dur et que les femmes ont un management collaboratif. Ils étaient tous d'accord de détruire ces documents. Ils sont allés en prison, parce que là-bas, il y a un droit pénal financier quand même beaucoup plus puissant qu'en France. Il y en a même un qui s'est suicidé. Et finalement, le marché, il est très moral, parce que Arthur Andersen n'existe plus. Aujourd'hui, tout ça, il n'y a plus qu'aujourd'hui ce qu'on appelle les Big Four. Mais Enron, c'est pas parce qu'ils étaient courtiers en électricité qu'ils ont fait des magouilles financières ou comptables. Il s'avère que c'était une société comme ça. Et c'est ça le gros problème, c'est que dès qu'il y a de la délinquance économique et financière, dès que ça touche ou une banque ou de la finance, tout de suite. Pourquoi c'est toujours Goldman qui est attaqué? Bon, je ne vais pas y répondre directement, mais comme par hasard, il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres. Vous voyez, les profits de Goldman cette année ont diminué de 40%, c'est que ceux de Morgan Stanley. Ça va quand même à l'encontre aussi de la théorie du complot. Même les meilleurs peuvent se planter en trading. Et là, on en a bien la démonstration.
Alors Kerviel a fait gagner plus d'1 milliard l'année d'avant. Pourquoi le problème n'a pas été détecté par la banque? Pour moi, c'est ambigu quand même. Alors effectivement, mais ce fameux milliard qui était, il était en permanence, il n'était pas clôturé. Il était ce qu'on appelle en mark-to-market, donc il n'a jamais été pris en comptabilité, ce fameux milliard. C'était ce qu'on appelle une position qui roulait en permanence. Et effectivement, en fait, lui était dans une logique de revanche par rapport, je dirais, aux humiliations morales qu'il subissait, parce qu'il venait de Bretagne, parce qu'il avait fait la fac et non pas Polytechnique. La problématique était plus une problématique humaine. En plus, il avait un certain succès féminin, ce qui en dérangeait, j'imagine, certains. Son surnom était Tom Cruise. Donc, vous voyez, je n'invente rien. Je ne fais que refléter des choses qui, évidemment, ont été masquées par certains journalistes, parce qu'il est tellement bon, un peu comme les chiens qui s'attaquent, d'avoir un bouc émissaire, et la finance, la banque et le capitalisme sont les parfaits boucs émissaires. Moi, j'espérais que les jeunes d'aujourd'hui comprendraient mieux ces problématiques, et je me rends compte, hélas, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont manipulés par effectivement des Piketty, des Rifkin. Alors je vous dis, un Rifkin, il ne s'oublie pas, son tarif c'est $300 000 la conf, hein, il ne s'oublie pas. Il ne s'oublie pas, lui. Hein. Tout est gratuit, sauf ses conférences, hein, croyez-moi. Ah, ben oui, mais hein, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, tout le monde le savait à la Société Générale. Alors, tout le monde savait quoi, hein, parce que c'est ça, tout le monde le savait. Alors, évidemment, cette information, après, par la suite, ça fait comme un feu de paille. Ça s'est su très vite. Mais je peux vous dire qu'en 2006, il ne le savait pas. En 2007 non plus. Alors, évidemment, après, tout le monde l'a su, bien sûr. Mais pas qu'à la Générale d'ailleurs. Ah ben moi combien c'est ma conf? Ben là c'est à titre tout à fait gracieux et personnel. Et voilà. Voilà. Mais si vous voulez me faire une offre, hein, moi je suis open. Hein. Voilà, vous savez, n'oubliez jamais que j'ai été sur le Matif, j'étais sur le Modem, j'ai fait partie des gens qui étaient sur le parquet, donc sur ces fameux marchés. Il y a eu une série d'ailleurs qui s'appelait Scalp. Qui effectivement qui est passé sur Canal+, qui était assez bien faite hein, quand on l'a vécu de toute cette époque. Il faut savoir qu'aujourd'hui les marchés sur le parquet, il n'y a plus que le London Metal Exchange, enfin en Europe en tous les cas, où il y a encore un parquet, mais le LME c'est très tranquille par rapport à ce que ça peut être le Matif ou le Monep. C'était vraiment très très chaud et très sportif. Voilà. Maintenant, alors je sais pas où on en est, hein, on a conf, il est 17h15, c'est peut-être fini. On a peut-être un peu débordé. Oui, il me semble. Alors l'éthique, le mot de la fin, alors la fameuse éthique. La fameuse éthique. Eh bien la fameuse éthique, moi j'ose dire qu'elle est avant tout personnelle. D'accord. Et que même si vous avez des dizaines d'heures de cours là-dessus, moi je ne pourrai jamais empêcher un étudiant ou un futur professionnel d'être un truand. Mais n'oublions pas qu'on forme des gens majeurs et que pénalement je ne suis pas responsable d'eux, je ne suis pas leur père non plus. Et que malheureusement, moi si j'apprends qu'un de mes anciens étudiants devient un voyou financier, j'en serais fort triste. C'est évident que, vous voyez, là c'est pareil dans l'affaire Kerviel, je ne veux pas citer d'où il avait, les gens ont dit mais non, il était très bien et tout. Moi je dirais, jamais j'ai formé mes étudiants à ça, s'ils font ça, mais moi je leur dis, off, terminé, on ne se connaît plus. C'est-à-dire que quelque part, la cohérence de comportement, c'est de ne pas juger, mais quand les faits sont avérés, effectivement, c'est d'avoir une philosophie très dure, vis-à-vis de ça, mais c'est vrai que c'est pas très politiquement correct là aussi, on dit oh là là c'est pas cool, mais je crois que justement là aussi être toujours cool pour être cool, enfin faussement cool, hein, parce que là aussi moi ce que je dis toujours aux étudiants quand il y a des week-ends d'intégration dans les entreprises, tout le monde il est gentil, il est cool, il est sympa, puis après le lundi matin on vous fait des réflexions, vous avez vu ce que vous avez fait, tout ça, en clair c'est encore plus pernicieux. Merci monsieur J.S. Crapulus de vous. Je reformule, en quoi la finance est éthique? Mais à la limite, c'est même pas que la finance, c'est en quoi est-on éthique ou pas, et quel que soit le secteur. Alors le problème avec la finance, c'est que quand il y a des magouilles ou des pertes, ça se voit tout de suite, c'est immédiat.
Mais non, j'ai pas. Odile, vous avez été payé pour ce blabla. Non, non, non. Je pense que personne ne l'est. On va quand même rester pour les petits fours Daf Jam, oui, d'accord. Enfin, je sais pas, là, j'en vois pas. Enfin, il y a des bouteilles d'eau. Il y a des M&M's. Ah ben, une très belle société, ça. Très, très belle société. Moi, j'étais vénitien. J'ai tradé avec votre arrière-bisaïeul. Bah, je sais pas ce qu'il veut dire. Ça le fait rire. Oui, pourquoi pas. Merci, belle analyse et beau repère. Merci à vous. En tous les cas, comme on dit, on peut jamais plaire à tout le monde. On peut pas non plus déplaire à tout le monde. Ce qui compte dans ma vie, c'est de plaire à ma femme tous les jours, puisqu'elle me plaît aussi tous les jours. Voilà, et puis s'il y a des gens qui m'aiment pas, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Puis il y a des gens qui m'aiment bien. Moi, tout ce que je vois, c'est que mes étudiants, il y en a qui sont devenus des traders chez Goldman, à la Société Générale. J'en ai 126 que dis-je, depuis octobre 2000, depuis que j'ai repris la direction. Thierry BX, merci Monsieur Castel, j'ai passé un bon moment à vous écouter. Alors si vous voulez, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je l'ai affiché ici. Voilà, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et puis on peut discuter. Moi, ce que je cherche, c'est des commentaires intelligents. Si c'est de la critique basse, mesquine, médiocre, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. C'est vrai que c'est... Mais bon. Par contre, s'il y a des personnes qui veulent me démontrer pourquoi Piketty a raison, pourquoi Rifkin a raison, bah écoutez, moi je serai tout à fait à l'écoute. Vous savez, il ne faut jamais oublier une chose, pour critiquer certains types de thèses, il faut bien les connaître. C'est-à-dire, quelque part, il faut bien connaître, entre guillemets, son marché, pour mieux, quelque part, le maîtriser. Voilà. Bon. Je me demande ce que certaines personnes font ici. Personne ne vous oblige. Non, pas pour vous, c'était pour critiquer en fait. Ah oui, non, mais Monsieur Crapulus, merci d'être mon avocat de circonstance, mais n'oubliez jamais que vous ne ferez jamais l'unanimité, LinkedIn. Vous ne connaissez pas LinkedIn, Monsieur Crapulus? LinkedIn, c'est le réseau social professionnel, il y a Facebook. Et moi, ma page Facebook aujourd'hui, bon, j'ai été piraté 2 fois, donc bon, je ne devrais pas le dire, mais bon, je vais peut-être un jour y revenir. Donc moi, je suis sur LinkedIn. Mais bon, je vous remercie en tous les cas à la direction des FXCM. En tout cas, c'est nous qui vous remercions de votre venue. Je vous en prie. Tout ça, c'est un vrai plaisir. Et d'une certaine façon, comme l'un des commentaires, c'est vrai que l'actualité économique, les faits économiques, on doit diffuser beaucoup plus ces informations-là, qui souvent sont détournées, alors soit par malveillance, soit par ignorance, d'une certaine analyse. Alors, pouvez-vous me dire si la bourse, le trading est un jeu ou un métier? Eh bien, justement, moi, ce que je dis à mes étudiants, ce métier-là, c'est avant tout un métier, et c'est tout sauf un jeu. Et moi, j'estime que les gens qui sont joueurs, in fine, seront, in fine, pas forcément des bons traders. Alors, il y a sûrement des contre-exemples, mais notre métier est avant tout un métier de calcul, de stratégie, de calcul, tout le temps. Et si effectivement vous trompez dans une position, c'est que vous avez oublié quelque chose. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est extrêmement prenant. Alors, Total Elf sous la gauche, le bâtiment du Crédit Lyonnais finit par brûler, oui, en 1995, et si Daesh contre le citoyen, c'était certains dirigeants de la finance étatique. Alors, écoutez, Soros 2, vous rentrez dans la logique du complot. Moi, le complot, je n'y crois nullement. Le complot, c'est quelque part des fantasmes, je ne vais pas faire de la psychanalyse de Café du Commerce, mais des peurs. Il y a eu la peur de l'an 1000, il y a eu des peurs de fin du monde. Je crois que c'est l'ignorance qui nous amène, et l'ombre qui nous amène en permanence à avoir ces peurs du complot ou de je ne sais quelle force mystique. Eh bien écoutez, on est bon je pense, hein. On a débordé un tout petit peu de 20 minutes. Merci. Georges, alors on peut vous retrouver sur LinkedIn. Alors oui. Sur quel autre réseau social éventuellement? Là actuellement, ma page Facebook elle existe toujours, mais je ne pourrais pas vous prendre puisque elle est un peu morte. Est-ce que vous avez une adresse mail auquel peut-être des étudiants qui voudraient vous contacter ou des personnes qui voudront en savoir plus? Qui contactent à l'SSK. De toute façon sur ma page LinkedIn il y a aussi mon Donc le SSK qu'on va montrer éventuellement ici aussi. Oui. Voilà.
pouvez me joindre. Donc, je suis le directeur des études SSK, donc j'ai formé beaucoup de traders, de sales, de structureurs, de comptes, de gens aussi dans le négoce de matières premières. Alors là aussi, il y a tellement de bêtises qui sont dites sur les matières premières que là, on peut en faire des heures et des heures de commentaires. Des heures et des heures. Voilà, ah oui, oui. Daesh, c'est un monde fait par le Qatar, il a échappé ses créateurs. Je n'ai pas à commenter ces commentaires. Un prof doit savoir entendre des critiques, à vous de savoir ce que vous faites avec FXCM. J'ai été invité, mais peu importe, mais ça n'a aucune importance. Mais justement, je réponds aux commentaires négatifs aussi. Écoutez, je suis chez FXM parce que j'y étais invité. J'y ai aussi des anciens étudiants. Je suis très heureux d'ailleurs de les revoir. Chaque fois qu'on voyage, justement, en voyage de noces, on était revenu avec ma femme par Dubaï. On a rencontré de nos nombreux anciens à Dubaï. Donc voilà, même en étant financier, on aime bien les relations humaines et c'est ça le plus important. Voilà, au sujet des matières premières, mais effectivement, je pense que... alors, le vrai complot, c'est anéantir les pannes par la planche à billets de la part de Laurent, mais effectivement, c'est un peu quelque part mon propos. C'est les attaques sur la propriété privée et le fait qu'effectivement, alors vous savez, justement, ces fameuses taxes, vous savez, la patronne du FMI qui est pour prendre 10% effectivement de l'épargne, je trouve ça ce sont des mesures marxistes. C'est des mesures marxistes. Au nom de quoi on prendrait 10% des capitaux des personnes? Alors, moi, ce que j'appelle des capitaux, c'est les capitaux bien tracés. Évidemment, les capitaux mal tracés, ça s'appelle la délinquance financière, et donc renforcer le droit pénal financier. Je vous assure, si effectivement le droit pénal financier était plus coercitif, je pense que d'une certaine façon, ça réhabiliterait les gens et la sphère économique, des entreprises, de la gestion, parce que tout ceci est très lié. Une finance seule est un casino, et un casino tout seul ne fonctionne pas. Et effectivement, la finance, c'est avant tout le financeur de l'économie réelle, c'est-à-dire des actifs. Et en comptabilité, on voit bien que l'actif est égal au passif. Voilà. Excellent. Merci. Écoutez, Georges, merci pour votre intervention. On vous réinvitera, parce que c'était un réel plaisir de vous avoir. Hein. Et puis je pense que les auditeurs ont apprécié. J'ai vu beaucoup de commentaires. Alors il y avait plus de questions que de temps. D'accord, on a déjà dépassé d'à peu près une demi-heure. Donc on va absolument devoir se quitter pour cette conférence. J'espère qu'elle vous aura plu. Le replay sera intégralement disponible sur YouTube d'ici peut-être 2 heures. Donc vous pourrez revisionner l'intégralité des vidéos de cette conférence sur YouTube directement sur la chaîne DailyFX. Hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez DailyFX France, vous avez l'intégralité des replays qui sera disponible. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Nous nous retrouvons dès lundi matin à 8h45 dans le rendez-vous des scalpers. Je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous une excellente fin de semaine et une excellente fin de séance de trading pour ceux qui continuent à trader le marché américain. Merci à vous, c'était Sylvain Loganadin pour DailyFX TV.